Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 24 janvier 2025. Dans les actualités de ce jour, la nouvelle maire de la capitale de Madagascar, Arlal Ramanantsoa, n'a pas d'ennemis et n'exclut personne selon sa déclaration durant la cérémonie officielle de sa prise de fonction en tant que maire de la ville d'Antananarivo pendant 5 ans. Arlal Ramanantsoa appelle à la coopération et la solidarité de la population et des responsables dans la gestion de la ville d'Antananarivo. D'après toujours son discours aujourd'hui sur le parvis de l'hôtel de ville à Nalanquil. Reportage de Mirvoulet Sferen et Bras Denilson. Maire élu. Candidate numéro 7, présentée par Isikarieta Miarakamni Andrajuel. Madame Ramanantsoa Arlal. Arlal Ramanantsoa a été officiellement investie aujourd'hui en tant que maire de la commune urbaine d'Antananarivo. Elle devient ainsi la 11e maire élue de la capitale et la 2e femme à occuper ce poste. La nouvelle maire a été élue sous la bannière de la plateforme Isikarieta Miarakamni Andrajuel. Selon le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, la victoire de la nouvelle maire a été obtenue de manière juste et exemplaire. Dans son discours d'investiture, Arlal Ramanantsoa a affirmé être prête à collaborer avec toutes les parties prenantes. Elle a également appelé à l'union et à la solidarité pour le développement d'Antananarivo. Je suis prête à relever le défi pour Antananarivo. J'espère vous avoir à mes côtés pour me soutenir, pour qu'ensemble, nous apportons un changement positif. C'est qu'ensemble que nous pourrions apporter un bien pour la population, pour la ville. Mais c'est vrai, je serai une maire pour Antananarivo, pour la population d'Antananarivo. Et je serai un maire proche de la population. Et je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour apporter un changement positif. Et je mettrai en premier lieu le FIAVAN, où l'on se concerte, où l'on trouve ensemble des solutions, où l'on se serre les coudes et on avance. Le mandat de la nouvelle maire s'étendra sur 5 ans. Parmi ses priorités figurent la sécurité, la tranquillité publique et surtout la lutte contre la pauvreté. La cérémonie officielle d'investiture qui s'est tenue au parvis de l'hôtel de ville d'Antananarivo a réuni diverses personnalités, notamment des représentants des partis politiques ayant soutenu la maire durant la campagne électorale, tels que le TGV, l'UPAR, Freedom, ainsi que le parti AVI, dirigé par Norbert Lal Ratiraunen. Des associations diverses, comme celle des lavandières et des sportifs, étaient également présents. La paix et la sécurité sont les garants de l'amélioration des conditions de vie des Malagasy, déclare le Premier ministre Ntse Christian hier durant la clôture de la réunion des grands responsables au sein de l'armée malagasy à Ivato. Le chef du gouvernement a particulièrement recommandé aux forces de l'ordre d'enquêter et d'examiner les sources des kidnappings dans 3 régions de Madagascar. Reportage de Mirvoulet Sferen et Bras Denilson. Les forces de l'ordre déploient déjà des efforts considérables pour mettre en place la sécurité dans le pays, selon le Premier ministre Ntse Christian hier durant la clôture de la réunion des grands responsables au sein de l'armée malagasy à Ivato. Ces efforts doivent être poursuivis, affirme-t-il, pour que la population puisse travailler en toute sérénité, ce qui garantit le développement du pays. Le Premier ministre a mis l'accent sur les cas de kidnapping qui ne sévissent plus dans la capitale, mais dans d'autres régions, notamment 3 régions du pays. Les forces de l'ordre doivent enquêter sur la source de ces kidnappings et éradiquer ce fléau qui nuit au quotidien de la population. Concernant les tentatives de déstabilisation véhiculées par l'opposition actuellement, le Premier ministre affirme que les forces de l'ordre sont professionnelles et ne seront pas attirées vers ces diverses provocations. Il a également souligné que ce n'est pas dans la manipulation de la population dans les réseaux sociaux qu'il est convaincant.
La réunion des grands responsables de l'armée s'est clôturée hier après-midi, qui s'est tenue toute la journée à Ivato. La résolution à l'issue de cette réunion ont été l'amélioration de la gestion du capital humain et l'accélération des travaux sur le terrain. Toujours dans l'actualité de ce jour, le comité de sauvegarde de l'intégrité au CSI a présenté la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2025-2030 au palais de verre d'Anouskil. Le Sénat a montré sa volonté de soutenir la lutte contre la corruption et les sénateurs ont apporté des propositions pour aider le CSI dans ce cadre. Toujours un reportage signé Mervoulat Sferan et Bras Denilson. De nombreuses suggestions ont été apportées par les sénateurs lors de la présentation par le comité de sauvegarde de l'intégrité au CSI mercredi dernier au palais de verre d'Anouskil, comme des sanctions sévères à l'encontre de ceux qui sont pris en flagrant délit de corruption, le renforcement de la prévention des cas de corruption, la sensibilisation et former la population à la lutte contre la corruption, de les inciter à oser affronter et assumer ses responsabilités en cas de corruption, l'abolition de favoritisme ou du corporatisme, sans tenir compte de l'origine, de la race, du groupe religieux ou de l'affiliation politique et de la responsabilité impliquée dans la répression des cas de corruption. Le Sénat possède un département chargé de recevoir et de traiter les plaintes au service de traitement de doléances en 2024. Cette structure est conçue pour recevoir les plaintes des employés de cette institution pour les transmettre au pouvoir exécutif, toute plainte reçue des collectivités territoriales décentralisées ou des groupements sociaux et économiques. En tant qu'institution faiseur de loi, tous les détails relatifs à cette stratégie nationale de lutte contre la corruption ont été exposés au Sénat. Cette stratégie a déjà été validée en Conseil des ministres le 15 janvier dernier. Le 31 janvier prochain se tiendra la présentation officielle de cette stratégie nationale de lutte contre la corruption. Page politique toujours, parlons des élections. Les résultats des élections sont déjà clairs et le peuple a déjà choisi la poursuite des travaux de développement dans la capitale et dans tout le pays à travers cette dernière élection communale. Ainsi, les conflits politiques ne devraient pas avoir lieu selon la députée Lantoura Koutoumang en s'exprimant sur les diverses tentatives de contestation des résultats des élections. Si les débats doivent avoir lieu actuellement, cela devrait être un débat sur le développement du pays et des débats sur la recherche des solutions concernant les problèmes sociaux actuels pour lesquels l'État ne cesse de chercher des solutions et d'y apporter des solutions d'urgence et à long terme, déclare la députée élue dans le 2e arrondissement sous la bannière de l'IRMAR. Nous ne pouvons plus nous permettre des actes de déstabilisation et des manifestations qui ne nous apportent que des problèmes encore pires et nous condamnent à un gouffre sans fin. Nous devons avancer, ajoute Lantoura Koutoumang. Et dans les informations sociales, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise une concertation nationale sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur en réunissant tous les acteurs de l'enseignement supérieur pendant 2 jours à Mantassou, hier et aujourd'hui. Le défi de l'État pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est d'élever la barre pour un enseignement supérieur de qualité et cette concertation nationale est une stratégie pour l'atteinte de cet objectif. Reportage. Tous les acteurs au sein de l'enseignement supérieur de toute la Grande Île se réunissent à Mantassou pendant 2 jours, hier et aujourd'hui, pour la réforme et l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur à Madagascar. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pour défi d'élever le niveau de l'enseignement supérieur afin d'apporter la qualité requise, raison pour laquelle les acteurs de l'enseignement supérieur, notamment les collectifs des professeurs de Madagascar, le président des universités de Madagascar, les directeurs généraux des IST, les présidents par intérim des universités de proximité, mais aussi les membres au sein des syndicats des enseignants-chercheurs et des chercheurs enseignants ou CCES se concertent pour récolter toutes les idées pour atteindre cet objectif. Tous les acteurs de l'enseignement supérieur sont conscients que la qualité de l'enseignement a baissé, selon la ministre. On a organisé cet atelier pour principalement 4 choses. La première raison, c'était qu'au moment de ma prise de fonction, le président de la République de Madagascar m'a fait part de ses préoccupations par rapport à la baisse de la qualité de l'enseignement supérieur. Et il m'a dit qu'il va falloir vraiment faire quelque chose pour que ça ne continue pas de baisser. Deuxième raison, c'était les commentaires de plusieurs entités, aussi bien les entités qui sont dans l'enseignement supérieur que les entités qui se trouvent en dehors,
de l'enseignement supérieur. Donc il y a par exemple le collectif des professeurs, il y a le CCS qui parle de ce problème de baisse de qualité de l'enseignement-là. Qu'on fasse quelque chose. Et pour qu'on fasse quelque chose, je ne peux pas faire ça toute seule. Je ne peux pas faire ça rien qu'avec mon staff. J'ai besoin de vous. L'université a besoin de vous. L'enseignement supérieur a besoin de vous. D'où cette idée de préparer un atelier où je pense que tout le monde, tous les acteurs de l'enseignement supérieur sont représentés. Et donc, on va vraiment essayer de travailler ensemble, de se prendre la main et de se dire qu'on va essayer de sortir l'université, l'enseignement supérieur de ce problème-là. Parmi les sujets à discuter durant cette concertation figure la façon de diriger au sein des universités, l'établissement des responsabilités de chacun. Il a été également discuté les mesures scientifiques pour que le diplôme de doctorat et l'habilitation à diriger des recherches soient similaires, mais aussi le contrôle de compétences des acteurs au sein des instituts d'enseignement supérieur. Il a été aussi sujet du respect des valeurs malagasy, des comportements, de l'éthique et de la déontologie. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la professeure Chamina Lula, a ouvert officiellement l'atelier de concertation accompagné du secrétaire général, des directeurs généraux et de tous les directeurs au sein du ministère. L'atelier est achevé aujourd'hui et des résolutions en sortiront selon les explications. Et dans la continuité et le renforcement de la coopération entre le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et l'OIM, Organisation internationale pour la migration, particulièrement dans la gestion de la migration professionnelle à Madagascar, la directrice régionale adjointe de l'OIM pour l'Afrique australe et de l'Est a effectué une visite de courtoisie auprès du ministre de tutelle Chafantia Vanarasakabon hier. Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont échangé sur la situation difficile des travailleurs migrants malagasy à Maurice. L'OIM a exprimé sa volonté de soutenir le ministère pour améliorer les conditions de ces travailleurs et trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Cette collaboration montre l'engagement des deux parties à œuvrer ensemble pour une meilleure gestion de la migration et la protection des travailleurs malagasy à l'étranger. Parlons à présent production rizicole. Il n'est pas trop tard. Les agriculteurs de La Locha ont jusqu'à la moitié du mois de février pour rattraper la saison de culture de 2024-2025. Des solutions ont été déjà apportées par l'État pour soutenir les agriculteurs face aux difficultés actuelles, notamment un projet de rizière commune et la distribution de semences à cycle court. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage travaille de près avec le ministère en charge de la météorologie pour les pluies provoquées dans La Locha. Reportage de Aniana Martina, Sylvain et Sechanjenap. Le taux de repiquage est en baisse dans la région Alochamangour actuellement. 21% pour le district d'Ambatunjazak, si c'est à 40% pour le district d'Amparafaravoul. Ces deux districts qui garantissent en grande partie la majeure partie de la production rizicole de la Locha. Les séquelles du changement climatique, les effets du sécheresse sont les causes de cette baisse. Mais ces agriculteurs sont déjà accompagnés actuellement, selon les explications du gouverneur de la région d'Alochamangour. Le projet de rizière commune a été déjà mis en place, selon les instructions du président de la République, pour sauver cette saison de production. D'autre part, des semences à cycle court ont été aussi distribuées pour garantir une production accélérée, selon toujours les explications. La Locha qui a encore jusqu'à la mi-février pour le repiquage. Pour solutionner le problème de pluie, le Conseil des ministres de mercredi a décidé qu'une coopération entre le ministère en charge de la météorologie et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour la provocation de pluie dans la Locha. Et dans l'actualité sportive, les Baraya A affronteront la sélection de la Pure Play Football League ou PFL ce samedi à 14h30 dans un dernier match amical avant le championnat d'Afrique des Nations au Tchad programmé en août. Ce sera également une occasion pour tester la nouvelle pelouse du stade Baraya Mamas. Le coach Romuald Rakutonjabe mise sur cette rencontre pour évaluer les présélections après 3 premières sorties. Anzara Zanarville, Obrasam Manan nous en disent plus. La pelouse du stade Baraya Mamas accueillera à nouveau des matchs à partir de ce samedi. Les Baraya A' joueront contre la sélection des joueurs appartenant à des clubs participants à la Pure Play Football League ou PFL, indique le président de l'Association des clubs de football élite de Madagascar, CFEM, Rakudor Manana Entsu, dit Tot.
La rencontre débutera à 14h30 ce samedi et le prix d'entrée est fixé à 5 000 arrières selon ce responsable. D'après le président du centre de formation de football d'Andouaran Foot, CFFA, on peut voir dans cette sélection d'Analamang des joueurs comme Kouloun, Rakoul, Rasafi Janev, de retour chez le CFFA, Mamsou Rakoutson et Joël Justin Ginidi. Le match, ce sera également un duel à distance entre les deux techniciens Romuald, Roro Rakoutnjabe et Titi Raswavnev, assistés par Mamsou Rasafi Jakout à la tête des restes du monde. Cette rencontre clôturera également le regroupement de l'équipe nationale prévue, se préparer pour la phase finale du Chan. Et dans les actualités internationales de ce soir, la France et l'Indonésie doivent signer aujourd'hui un accord portant sur le transfèrement vers Paris de Serge Atlaoui, un Français condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue, selon des sources concordantes. Le Français, âgé de 61 ans, doit être transféré le 4 février vers la France. France 24. Sur ces images filmées en 2015, Serge Atlaoui tente d'obtenir un sursis pour son exécution. 10 ans plus tard, ce Français s'apprête à en finir avec la justice indonésienne. Il devrait être de retour à Paris le 4 février, selon un accord signé par les deux pays ce vendredi. L'accord doit être signé à Jakarta par le ministre indonésien des Affaires juridiques et par Gérald Darmanin, le ministre français de la Justice, à distance, depuis Paris, par visioconférence. Avec ce texte, Jakarta accède à la demande de transfèrement envoyée par la France le 19 décembre dernier. La fin d'un combat de près de 20 ans pour Serge Atlaoui et ses proches. En novembre 2005, cet artisan soudeur est arrêté chez son employeur en banlieue de Jakarta. Les autorités viennent d'y découvrir de l'ecstasy et l'accusent d'être impliqué dans la production de la drogue. De son côté, Serge Atlaoui clame son innocence. Selon lui, il n'a fait qu'installer des machines industrielles dans ce qu'il pensait être une usine d'acrylique. Je ne connaissais même pas les noms des produits chimiques qu'ils utilisaient. Pour certains, c'est la première fois que je l'entendais. Une version à laquelle ne croit pas la justice indonésienne, l'une des plus sévères au monde en matière de lutte contre le narcotrafic. Initialement condamné à la prison à vie, Serge Atlaoui écope de la peine capitale lors de son procès en appel en 2007. 8 ans plus tard, il échappe de peu à l'exécution après que Paris a fait pression sur Jakarta. À présent âgé de 61 ans et malade, ce père de 4 enfants va donc quitter le couloir de la mort indonésien où il aura passé 17 ans. Et la pollution de l'air à Bangkok a contraint aujourd'hui plus de 350 écoles à fermer, soit environ une centaine de plus que le jour précédent, ont indiqué les autorités municipales. France 24 nous en dit plus. Les gratte-ciel de Bangkok noyés dans le smog. Depuis plusieurs jours, l'air de la capitale thaïlandaise est fortement pollué. Les niveaux des microparticules les plus dangereuses sont 7 fois supérieurs au seuil toléré par l'OMS. Une pollution qui a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne. J'ai l'impression que mon nez est toujours bouché. Je dois me moucher en permanence. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans mon nez. Face à l'urgence, plus de 350 écoles sont restées fermées vendredi sur les 440 gérées par la ville. Les trajets en métro et en bus seront gratuits une semaine à partir de samedi. Le brûlage des restes agricoles pour nettoyer les champs a quant à lui été interdit. Des mesures insuffisantes pour certains. Cela arrive tous les ans. Ça revient et c'est de pire en pire à chaque fois. Ils devraient faire plus, pas simplement annoncer des niveaux élevés de pollution et fermer des écoles. Il faut en faire davantage. Comme souvent à cette période de l'année, l'air froid et stagnant ne permet pas d'évacuer les émissions des véhicules et des exploitations agricoles. D'après le gouvernement, plus d'1 million de Thaïlandais sont tombés malades depuis octobre 2023 à cause de cette pollution qui touche d'autres pays de la région comme le Vietnam ou le Cambodge. Il mesure 3500 km², soit 33 fois la taille de Paris. Le plus grand iceberg du monde, baptisé A23A, fonce sur l'île de la Géorgie du Sud, appartenant au Royaume-Uni. Une catastrophe pour la faune sauvage. France 24. C'est un monstre de glace qui s'étend jusqu'à l'horizon. Le plus grand iceberg du monde.
3500 km², 3 fois la taille de New York, visible depuis la Station spatiale internationale et qui n'est plus qu'à 250 km d'une île britannique au large de l'Argentine, la Géorgie du Sud, habitée par des colonies de manchots royaux et de phoques, des animaux qui pourraient être menacés par l'iceberg. Les adultes vont dans la mer au large pour aller chercher de la nourriture. Et s'ils doivent aller plus loin, ils vont devoir brûler plus d'énergie. Et les bébés reçoivent moins de nourriture. Et donc, il y a des risques de mortalité plus importantes. Car avec 400 mètres d'épaisseur, dont la grande majorité sous l'eau, cet iceberg est une barrière infranchissable pour les animaux. S'ils se bloquent devant l'île de Géorgie du Sud, ils devront le contourner sur des centaines de kilomètres. Cet iceberg est le plus ancien du monde. Entre 1986 et 2022, il est resté bloqué dans l'Antarctique. Aujourd'hui, il n'est plus qu'à quelques semaines de la zone de la Géorgie du Sud. Ce phénomène est naturel et les icebergs finissent par fondre en s'éloignant du pôle. Mais avec le réchauffement climatique, les décrochages d'icebergs géants sont de plus en plus fréquents. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Visa. Au revoir.